C'est au Quesnoy, canton d'Avesnes-sur-Helpe, département du Nord, à 10 km de la frontière belge, que j'ai enfin pu retrouver le 22 décembre 1939 la 2e brigade du 6e régiment de spahis algériens, à laquelle j'appartenais avec le grade de capitaine. Depuis la déclaration de guerre, j'avais dû organiser le regroupement des unités en garnison à Tlemcen. Et cette mission m'avait, hélas, tenu éloigné du théâtre des opérations durant tout l'automne. Le cantonnement était frugal, mais on y disposait de vastes écuries pour notre cavalerie. Quant au théâtre des opérations, il n'y en avait guère, car c'était la drôle de guerre. On luttait surtout contre le froid très vif de l'hiver. Le colonel Jouffrault maintenait cependant très haut le moral des hommes en multipliant les exercices, les défilés, les prises d'armes. Mes spahis n'étaient d'ailleurs pas dépaysés. Hommes d'une bravoure et d'une endurance exceptionnelles, ils étaient habitués aux hivers dans le Djebel. Quant à nos chevaux barbes, leurs origines berbères leur permettaient d'affronter la neige et le sol glacé. Notre camaraderie cinglait la rigueur du climat, l'éloignement, l'attente fiévreuse du feu ennemi. Avec mes camarades, le capitaine Viénard et le lieutenant Slimane, nous organisions chaque semaine le traditionnel méchoui. La bonne tenue du régiment, la réputation des spahis, la curiosité entourant des hommes de troupes africains était telle que les paysans des alentours ne rechignaient pas à nous fournir les moutons nécessaires. Et puis les souvenirs de 4 années d'occupation prussienne lors de la dernière guerre étaient encore douloureux et le patriotisme était de règle. Certains prévoyaient que nous passerions à l'offensive au printemps. Vaine conjecture. Je ne doutais pas encore que l'exceptionnel entraînement de la cavalerie et le courage de nos hommes sauraient tenir tête aux éléments motorisés des Allemands. D'ailleurs, nous disposions aussi d'engins mécaniques et de camions pour nous soutenir, alors que les commentaires de la TSF nous serinaient que les panzers étaient de mauvaise qualité, constamment en panne. De fait, notre matériel roulant ne valait guère mieux, et nous n'allions pas tarder à nous en rendre compte. Nous étions soumis régulièrement aux inspections des plus hauts gradés de notre armée. Elles étaient accueillies à chaque fois par une prise d'armes sur la grande place du village, à laquelle j'assistais avec mes camarades Viénard, Lamoureux, Slimane, Grandpierre et Joyeuse. Des officiers de la garnison de Cambrai nous y rejoignaient. Honneur et fidélité, comment ne pas ressentir une grande fierté quand les marches africaines nous faisaient éprouver jusqu'ici la solidarité de tout notre empire. Le général d'armée Henri Giraud
à qui nous devions d'avoir organisé les confins militaires algéro-marocains, tint à nous assurer ainsi de sa sollicitude. Pour nous, il était auréolé de la gloire de son évasion des griffes de l'ennemi après la bataille de Guise en 14, de la reddition d'Abdelkrim durant la guerre du Rif, de sa proximité avec les maréchaux Lyautey et Franchet d'Espéré. Nous ne doutions pas de la victoire prochaine, sous l'égide de chefs de guerre de cette envergure. Oui, comment aurais-je imaginé que la plupart de mes hommes et de mes camarades allaient succomber quelques mois plus tard, en résistant héroïquement aux chars de Guderian, et que moi-même, blessé et prisonnier en Allemagne, je serais séparé de mon épouse bien-aimée durant plusieurs années. C'est donc à Tlemcen, à 140 km d'Oran, que j'ai gravi les premiers échelons de ma carrière militaire durant les années 30. Éphémère capitale d'Abdelkader dans sa résistance à la conquête française, devenue sous-préfecture, vaste commune de 80 000 habitants, dont près de 10 000 Français, surnommée la Grenade africaine à cause de l'apport des Andalous chassés par les rois catholiques. Mosaïque de Hadar au teint pâle, de Koulougis ottomans, de Berbères et de Juifs. L'histoire a parsemé la ville de monuments remarquables au fil des dynasties qui se sont succédées, Idrissides, Almoravides, Almohades. Alternance de puissance et de décadence, dont les remparts, le Méchoir, la Grande Mosquée, une floraison de mausolées, attestent qu'elles furent jalonnées de batailles, de meurtres, mais aussi de plusieurs épisodes de civilisation brillante, ornés par la poésie, la musique et les arts. Commerçants avisés et artisans experts dans le tissage de la laine, les habitants méritent leur réputation. Érudits, dévots, polis et cultivés. Tout le passé glorieux de Tlemcen et la foi de ses habitants résonnent encore dans les mosquées où ma présence ne fut jamais importune. Pour avoir farouchement résisté à notre avance, les habitants se sont aussi maintenant accommodés de notre administration. À 800 mètres d'altitude, le climat est aussi doux que dans les cœurs et la sécurité est parfaite. La garnison de Spahi y contribue aussi sans doute. Beaucoup de misère aussi quand même. Trachome pour les enfants, proportion effarante de gamins sous-alimentés. Et pourtant la population augmente. Que faut-il en penser? Contrairement à certains de mes camarades qui préféraient le cercle militaire, j'ai toujours aimé explorer la ville arabe. Le fait que je m'y sois rendu souvent avec ma caméra baby à la main n'étonnait plus personne. Cependant, je ne me risquais pas à partager les jeux des indigènes. Dames à la façon locale ou domino, où j'aurais certainement perdu quelques miettes de la solde que la République accorde à un jeune officier.
Le marché, les souks attirent les quelques touristes que l'aventure a conduit à affronter la plomberie capricieuse du Grand Hôtel de France. Mais je préférais de loin la ville israélite, que leur guide décrit avec une condescendance que je réprouve. En fait, la communauté juive de Tlemcen est le fer de lance de l'assimilation indigène. Elle contribue par son activité et son aspiration générale au progrès, à la prospérité de la ville. Et je n'ai jamais partagé les préjugés de ceux qui se lamentaient sur le décret Crémieux. À Tlemcen, la pratique paisible de la religion musulmane laisse toute leur place aux femmes. Elles se livrent à leurs activités domestiques sans se dissimuler au regard. Le lavoir, comme dans les villages français, est le lieu privilégié des rencontres où s'échangent les confidences et des propos sur les hommes qui n'ont, paraît-il, rien à envier sur ceux que l'on tient chez nous. Durant les pèlerinages et pour la fête du Mouloud, les familles parent les petites filles des bijoux les plus précieux pour faire valoir qu'elles seront de bons partis lorsque viendra le temps de les marier. Elles en rient avec l'innocence de l'enfance et elles sont fières de les montrer. Mais peut-être ne sont-elles pas aussi inconscientes du rôle qu'on leur fait tenir. Et de toute façon, personne ne s'interroge sur la fatalité de leur sort. Au-delà des ruines du tombeau de Sidi Bou Ishaq et au travers des bosquets de pins, de genêts et de lentisques qui entourent la ville, les chemins ouvrent vers les plaines fertiles de Tafna et de Safsaf. Si les habitants cultivent encore leurs vergers, ils se sont aussi adaptés aux pratiques de l'agriculture européenne. On récolte largement le blé, et ce n'est pas seulement l'apanage de quelques grands domaines coloniaux, moins nombreux que dans la Mitidja algéroise, mais plutôt de petites exploitations possédées par des familles bien pourvues de Tlemcen. Beaucoup de journaliers viennent du Maroc, et leur sort n'est certainement pas très enviable. On parle partout de la crise économique pour serrer les salaires. Les querelles de voisinage, les disputes d'héritage sont également très fréquentes. Et malgré le progrès des rendements dus à la colonisation, le marché dépend d'entreprises céréalières aux mains des Français, qui suscitent aussi bien des mécontentements qui inquiètent le sous-préfet. Cependant, la rumeur arabe qui lui parvient demeure insaisissable. Du temps où le sultan noir, Abou el-Hassan, fit bâtir la mosquée de Mansoura au XIVe siècle de notre ère, ces problèmes n'existaient pas. Mais il n'en reste qu'un superbe minaret, construit en partie par des esclaves chrétiens enlevés par les pirates barbaresques, et où nichent des cigognes, indifférentes au cours des temps nouveaux. J'ai toujours voulu m'engager dans les spahis. Cela remonte à mon enfance et aux livres illustrés de Job qui dessinaient si bien les uniformes de l'armée. Bien avant d'intégrer Saumur, je savais comment il faut porter le double burnous, la veste Bédaïa et le gilet Cédria. Je connaissais par cœur la légende de Youssouf Vantini, le chef légendaire de la conquête de l'Algérie. Je n'oublierai jamais ma première prise d'armes à Sidi Bel Abbès par un matin d'automne et le serment de fidélité à l'égard de mes camarades algériens.
qui allait conduire toute ma vie. Lorsque j'ai été affecté à la garnison de Tlemcen, la vie d'un lieutenant de Spahi s'y déroulait selon des règles immuables. Une belle villa de fonction, des serviteurs, Cadour, mon ordonnance, toujours prêt à sceller mon cheval, des obligations mondaines, où les bonnes manières entre officiers et le bon ton à l'égard de leurs épouses favorisaient les carrières. Et pourtant, j'étais encore célibataire, et les tentations ne manquaient pas. Certains de mes camarades s'ennuyaient quand tout m'intéressait. Ils traînaient dans la ville européenne pour leurs loisirs, sur le boulevard national ou la rue Eugène-Étienne, comme des orphelins. Ils allaient au cinéma où l'on projetait des films qui romançaient leur oisiveté en leur donnant des illusions d'héroïsme exotique qu'ils auraient été bien en peine de vivre. Et ils se finissaient au bordel ou au Pernod du bistrot maltais. L'alcool, puissant fond de l'amertume du colonial, sans projet d'avenir. Un grand moment pour Tlemcen et pour nous les Spahis, ce fut évidemment la visite officielle du gouverneur général Lebeau. Républicain solide, maintenu à son poste par le Front populaire, il naviguait ferme au milieu de l'agitation qui s'était répandue dans toute l'Algérie à la suite du projet Blum-Violette, étendant le droit de vote pour les élections à l'Assemblée nationale à une proportion pourtant modeste des élites musulmanes. Pour sa visite, exaltation habituelle de l'œuvre française et de la concorde générale, ce fut comme si la grève des commerçants indigènes n'avait jamais eu lieu. Le sommet de ce déplacement, ce fut l'inauguration du nouveau stade, où pour la première fois les équipes étaient mixtes, arabes et français, sous les mêmes maillots. Je me demande encore pourquoi il fallut attendre le Front populaire pour prendre une telle mesure. Ainsi, tout s'était bien passé, et on a pu tirer la loterie nationale aussi calmement qu'à Marmande ou Périgueux. Le gouverneur général avait regagné Alger, et j'étais parmi la foule joyeuse, en civil, avec quelques camarades. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué Nicole Laurin, la jolie jeune femme à l'apparence si douce et discrète, dont je suis tombé immédiatement amoureux. J'ai retrouvé le gouverneur général quelques semaines plus tard, à 350 km au sud de Tlemcen, pour l'inauguration du monument à Lyautey, érigé à Ain Sefra, aux confins du Maroc et de l'Algérie, où celui qui écrivait « La joie de l'âme est dans l'action » mena rudement la pacification. C'est à croire que l'on avait rameuté toutes les autorités de l'Algérie et du Maroc. Les Spahis étaient à l'honneur avec la Légion et des détachements d'infanterie, d'innombrables notables algériens aussi, caïds et bachagas, arborant les décorations plus largement distribuées pour le centenaire de l'Algérie française que les subventions qui auraient pu adoucir le sort des miséreux. Le monument est situé sur le bord de l'oued tumultueux et face à la grande dune où prolifèrent les vipères à cornes. Propos solennels du gouverneur général, raisonnablement convenus, avec de belles références aux écrits du maréchal, dont cette citation inscrite sur le socle du monument. Mon commandement 1903-1906 à Ain Sefra est celui où je goûtais les plus belles joies de ma carrière. Le gouverneur général et d'autres orateurs après lui
ont aussi évoqué le rôle social de l'officier, le livre qui contribua tant à la renommée de Lyautey. Mais au fond, qui l'avait vraiment lu dans l'assistance? Notre résident général au Maroc, le général d'armée Noguès sans doute, qui fut l'un de ses meilleurs lieutenants, et qui a déclaré qu'il s'en inspirerait lorsqu'il a pris ses fonctions à Rabat il y a quelques mois. Mais le Maroc n'est pas la France, et le protectorat diffère de l'administration directe. Le défilé était certainement destiné à impressionner les notables en ces temps incertains et à raffermir notre autorité. En voyant défiler les légionnaires et caracoler mes spahis, je repensais à toutes leurs nobles devises. Jamais ici, partout spahis. Honneur et fierté, ni peur ni regret. Pour une dent toute la gueule, ne crains que Dieu. Quant aux chevaux, toujours beaucoup de nerfs, de légèreté et d'haleine. Je suis fait pour les charges avec mes camarades algériens, en musique, drapeaux au vent. Qui peut le comprendre dans notre République avachie des combines, de la pétanque et de l'apéro? Après l'inauguration, un de nos détachements vint chercher les autorités pour les conduire au grand méchoui qui devait se tenir dans l'oasis. Le gouverneur s'entretint longuement avec les Bachagas, où j'ai reconnu mon ami le Shir Ben Toukouk, un allié résolu de la France, et tous les caïds de la région du Figuig, qui fut longtemps hostile jusqu'à l'arrivée de Lyautey. Les extrémistes communisants et les oulémas les détestent et les traitent de collaborateurs des Français. Moi, je ne sais pas ce que valent les marques de respect qu'on leur témoigne. Enfin, nous avons eu droit à tout le folklore habituel, avec les danses, les rafales de tir au fusil, les femmes rassemblées qui observaient du haut de la colline. À Ensefra, la source jaune à cause de la grande dune bénéficie d'eaux abondantes et d'une fraîcheur bienfaisante dans la palmeraie. Tout le monde paraissait enchanté de pouvoir se restaurer dans une atmosphère cordiale, d'où l'anisette traditionnelle était prohibée par égard pour les notables. Ceux qui n'ont pas connu des moments comme celui-là, je les plains. Puis l'arrivée des blocs de l'ingénieur d'assaut ont signalé l'heure du départ. Noguès devait regagner Rabat et le gouverneur général Alger. Les blocs de l'ingénieur d'assaut sont des avions remarquables qui se sont imposés après l'invraisemblable scandale des avions militaires coloniaux où plusieurs constructeurs ont multiplié les prévarications, cette autre plaie de notre Algérie, avant que leurs engins de mort ne finissent à la ferraille. En voyant comme Noguès et le Beau avaient l'air de si bien s'entendre, j'ai eu le sentiment que l'Afrique du Nord française était une réalité exaltante et qu'elle s'en sortirait mieux entre les mains de ces briscards recrues d'expérience sur le terrain que dans les joutes parlementaires où les grands intérêts coloniaux font la loi.
Ensuite, je suis allé à cheval me recueillir sur la tombe d'Isabelle Eberhardt, qui se noya lors d'une crue soudaine de l'Oued en 1904. Lyautey l'a protégée. J'ai retrouvé l'hommage qu'il lui rendit. Elle était ce qui m'attire le plus au monde, une réfractaire. Trouver quelqu'un qui est vraiment soi, qui est hors de tout préjugé, de toute inféodation, de tout cliché, qui passe à travers la vie, aussi libéré de tout que l'oiseau dans l'espace, quel régal. À la saison des courses hippiques, j'espérais retrouver la belle Nicole, perdue de vue depuis la tombola. Le prix du gouverneur général, c'est la grande affaire de la vie mondaine de Tlemcen. Les dames qui ont dévalisé la Parisienne, le grand magasin de couture de la place Bugeaud, et qui ont aussi passé beaucoup de temps sur leur singère, portent leurs meilleures toilettes. L'épouse du sous-préfet donne le bon ton, mais les demoiselles Larieux, dont on parle beaucoup au cercle militaire, ou la belle Marcelle Casadieu, une femme avec un passé, sont au dernier cri de la mode de Paris. Pour quelques heures, les commérages, ce poison de la vie de province, sont oubliés, même si les batteries se rechargent pour plus tard. Les messieurs ne sont pas en reste de politesse. Il ne faut pas se risquer à des regards trop appuyés qui pourraient passer pour des aveux. Si les Arabes évitent de parier trop ostensiblement, j'en connais qui font passer discrètement des ordres par des gamins. Les grands colons font concourir leurs écuries. Des pur-sangs ont été prélevés dans leur haras de la Mauricière, Aumale et Périgueux. À la buvette, on sert du champagne et ces blancs de mascara qui font si vite tourner les têtes et animent encore un peu plus la société. L'aimable monsieur l'Ancien, qui possède des champs d'oliviers à n'en plus finir, vient toujours accompagné de son intendant, le très redouté Siamel Geloul. Hélas, cette fois encore, Nicole n'était pas parmi toutes ces jolies femmes. Et j'étais tout seul, à dévisager discrètement les unes et les autres. Celles dont je ne savais rien et celles dont je connaissais un peu les familles, installées à Tlemcen depuis si longtemps, notamment les descendantes des familles alsaciennes et lorraines arrivées après la catastrophe de 70. En revanche, j'ai retrouvé la belle Odile, dont je savais qu'elle est une de ses amies d'enfance. Peut-être lui ferait-elle passer le message. Mon camarade, le lieutenant Bordier, est l'un des meilleurs cavaliers du régiment. Il concourait sur sa jument Gélinia, et comme il est bel homme, encore célibataire, secrètement jalousé par les autres officiers, bien des cœurs féminins ont dû battre en le voyant passer la rivière. Quant au lieutenant Clapier, le plus joyeux et le plus charmant de mes camarades, il était enchanté d'avoir terminé 3e. Il fut parmi les premiers tués de l'offensive allemande en 1940. D'ailleurs, que sont-ils tous devenus, arrachés à ces moments d'insouciance, entre ceux qui se perdirent sur de mauvais chemins et celles dont la jeunesse se fanerait inéluctablement. En tout cas, toujours pas de Nicole à l'horizon. Chaque année, avec le retour du printemps et les amandiers en fleurs, renaissaient mes rêves d'amour,
si tant est qu'ils se fussent jamais assoupis. Ainsi de Khadija, la petite orpheline, qui me cuisine mon caldero et mes bestelles. Elle est illettrée, mais elle connaît quelques-uns de ces contes arabes qui font rêver son âme simple. C'est une pauvre gosse sortie d'on ne sait où et qui ne connaissait personne. Je l'ai ramassée par hasard sur le bord de la route et je l'ai imposée à Kadour, qui déteste pourtant qu'il y ait une femme à la maison. Sans moi, elle aurait certainement fini dans un de ces bordels du quartier réservé de Tlemcen, où les spahis gaspillent leurs soldes et attrapent des maladies qui exaspèrent notre toubib. Elle a appris un peu de français, j'ai écouté ses histoires, nous en avons fait un petit film. Il était une fois un jeune émir, célèbre dans tout le douar, pour sa vaillance à cheval et la splendeur des selles que les artisans de Tlemcen confectionnaient pour sa monture. Il était très beau et s'exprimait avec une grande douceur, mais il avait l'âme en peine et cherchait une épouse. Il était aussi une fois une jeune fille dont le cœur était rempli d'amour sans qu'elle sache pour qui il était destiné. Elle revenait chaque matin de l'Oued où elle se baignait dans les bassins par les chemins qui embaumaient le teint. C'était très tôt, elle n'y rencontrait d'ordinaire jamais personne. Or, que croyez-vous qu'il arriva ? Le jeune émir, accompagné de Sélim, son valet fidèle, emprunta un jour le même chemin que Khadija. Le soleil n'était pas encore très haut, l'air était cristallin et la nature avec ses parfums et le chant des oiseaux était en fête. Inch'Allah, le Dieu qui veille sur toutes choses, voulut qu'ils se rencontrent. Lorsqu'il aperçut Khadija, le jeune émir ne se sentit plus de joie et se dressa sur son cheval comme pour répondre à un appel. Mais Khadija n'avait jamais parlé à un homme. Par pudeur, elle voulait se soustraire à l'attention du jeune émir, dont les mots coulaient de sa bouche comme du miel. Elle avait beau lui résister, elle savait qu'elle n'y parviendrait pas longtemps, car il ne desserrait pas son étreinte et lui promettait de l'emmener avec lui pour l'épouser. Comment aurait-elle pu lui échapper et comment aurait-il pu la laisser continuer son chemin toute seule ? Il s'était trouvé, voilà tout, et plus rien ne pourrait les séparer. Khadija était heureuse quand je lui racontais cette histoire, mais elle n'y croyait pas, même si tout l'étonnait dans mon comportement, car je la respectais. Au fond, peut-être y croyait-elle quand même un peu, puisqu'à ses yeux, j'étais l'émir venu de loin qui ne lui ferait jamais de mal. J'ai finalement retrouvé Nicole au bain sportif où les dames étaient admises et nous ne nous sommes plus quittés. Institutrice au petit collège franco-arabe, sans attache à Tlemcen, elle avait toutes les qualités d'âme que son comportement réservé laissait deviner. Lors d'une excursion aux cascades d'El Ourite, je lui demandai sa main qu'elle m'accorda aussitôt. Mais elle avait eu une peine de cœur en France qui l'avait conduite à s'enfuir jusqu'ici, et sans reprendre sa parole, elle me demanda de la laisser partir seule durant quelques semaines. Elle voulait découvrir le Sud pour mettre de l'ordre dans ses sentiments. Elle m'écrirait à chaque étape. Lettre de Nicole. Mon cher ami, vous souvenez-vous de l'Atlantide, le film avec Pierre Blanchard et Brigitte Helm, d'après le roman de Pierre Benoît, que nous avons vu au cinéma Rio? Ce voyage me donne l'impression d'être une autre Antinéa, en partance pour son mystérieux royaume du désert.
Mais les conditions du voyage sont bien plus confortables qu'au sein d'une caravane. Les trains de la PLM offrent un service impeccable. Et comme ils roulent lentement, j'ai tout loisir de découvrir les paysages magnifiques du Sahara. Quelle prouesse d'avoir pu établir ainsi une ligne de chemin de fer moderne qui s'enfonce bravement vers Colombéchar. Nous avons fait halte pour recharger du charbon à Beni Ounif, une bourgade à peu près abandonnée depuis l'épuisement des mines. Le contrôleur m'a dit qu'on y chassait les gazelles des montagnes, dont la chair est, paraît-il, délicieuse. Mais elle se méfie sans doute, car je n'en ai aperçu aucune. Ensuite, ce fut le Figuig, ce district frontalier du Maroc que vous connaissez si bien, et où le gouverneur général Jonard fut accueilli à coups de fusil il n'y a pas si longtemps. Mais rassurez-vous, tout est bien calme, et dans l'austère grandeur des paysages, on ne voit que des palmiers bien entretenus. Quoique fort animé, l'arrivée au terminus de Colombéchar s'est aussi passée bien tranquillement. Une femme seule ne court aucun danger au milieu des voyageurs arabes. La petite ville qui porte les noms accolés d'un officier ayant exploré la région et du Czar tout proche de Béchar, le saviez-vous, est fort belle, avec ses bâtiments immaculés sagement ordonnancés. Elle était prise par un vent de sable violent lorsque je suis parti à la recherche de mon hôtel. Les habitants, très aimables, m'ont utilement renseigné. L'hôtel transatlantique ressemble à l'une de ces forteresses que l'on trouve dans le sud. Quelques touristes, férus d'un climat doux pour leur hivernage, au restaurant de l'hôtel, dont la grande attraction est une malheureuse panthère de l'Atlas, enchaînée au milieu des fumées de bonne cuisine qui doivent encore augmenter sa peine. Au souk, je n'ai pas trouvé de souvenirs à vous rapporter. Mais en revanche, je me suis rendu chez un orfèvre juif que l'on m'avait indiqué. Et entouré de ses aides qui travaillaient le feu, il m'a montré de belles broches en argent, comme celles que portent les Ouled Naïl pour prix de leur séduction. Un peu risqué peut-être, mais je me suis laissé tenter en pensant qu'elle vous fera honneur lorsque nous nous retrouverons. Vous êtes très jolie, madame, m'a dit le petit assistant. Le monsieur sera très content. Les soirées sont d'une douceur exquise, que je passe à contempler l'oasis depuis la terrasse de ma chambre, dans une symphonie de parfums, de couleurs et d'oiseaux dont vous m'apprendrez les noms. Je repars bientôt par le car du Touring Club. Je vous écrirai très vite. Aussi loin que j'aille, notre poste fonctionne toujours très bien. Mon cher ami, dans le car, j'ai eu une conversation très intéressante avec un couple de jeunes chercheurs du Musée de l'Homme qui m'ont indiqué la présence de nombreuses inscriptions rupestres sur le parcours.
Cette région a été largement habitée durant la période préhistorique. Mais nous étions dans un territoire militaire et on ne peut faire de détour sans autorisation expresse, visé par le bureau de Colombéchard. De toute façon, le voyage s'est révélé assez éprouvant, dans des paysages désolés, sous une chaleur accablante. Et c'est avec soulagement que je suis parvenu à Taguit, où tout n'est que sable, clair et limpide, sans autre tâche que celle de l'oasis. L'hôtel est à nouveau installé dans un borge d'apparence militaire. Très semblable au fond au Ksour, sur un autre éperon rocheux qui domine les habitations. Autrefois, l'eau des Oueds formait une sorte de Nil apportant la fertilité, et mes nouveaux amis m'ont montré une collection de silex taillés, attestant ce peuplement préhistorique beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Mais ils sont repartis à l'aube pour leurs recherches et je suis resté tout à fait seul, avec l'intention de retrouver des Touaregs que le directeur de l'hôtel m'avait recommandés. Ils accepteraient de m'emmener faire un grand tour à dos de chameau contre une modeste récompense. Je suis parti à leur rencontre à l'aube. Il ne faisait pas encore trop chaud. Des enfants m'ont indiqué où je pourrais les rencontrer. J'ai eu durant quelques heures l'impression de revivre un épisode de Morocco, cet autre film que vous n'avez pas vu, je crois, avec Marlène Dietrich. Sauf que dans le film, elle suit la caravane à pied pour retrouver Gary Cooper. Et vous n'étiez pas là pour que je puisse vous suivre. Mon cher ami, me voici à Beni Abbès, ultime oasis avant le grand ergue occidental, où toute vie semble avoir déserté. C'est de là que partit le commandant Augiéras il y a 25 ans, pour établir la première liaison automobile entre le Grand Sud algérien et la Mauritanie, afin de rejoindre ensuite Saint-Louis du Sénégal. Il reste de cette expédition héroïque une caserne qui domine la ville et fait face à une forteresse berbère en partie ruinée. Cette fois encore, j'ai pu descendre dans l'un de ces magnifiques hôtels de la chaîne transatlantique que l'on retrouve décidément jusque dans les endroits les plus reculés de toute l'Afrique du Nord. J'y dispose d'une chambre très agréable et de toutes les attentions d'un service
qui n'a rien à envier avec de bons établissements de la métropole. Mais enfin, la solitude commence à me peser, et je pense beaucoup à vous. C'est toujours avec une impression de miracle que je constate à quel point l'eau si précieuse s'avère abondante grâce au génie que déploient les Arabes pour la recueillir et la canaliser. Ce miracle s'est doublé d'une surprise extraordinaire. Nos connaissances de Tlemcen sont descendues à leur tour jusqu'à Beni Abbès, et j'ai bien compris qu'ils venaient de votre part. Nous avons passé de longues heures dans la piscine de l'hôtel, sous l'œil vigilant d'un chaouche indigène qui ne disait mot devant cette activité incongrue et sans doute impudique à ses yeux d'une baignade en plein désert. La belle Odile, dont je sais qu'elle ne vous laisse pas indifférent, était là avec ses soupirants et avec d'autres amis et leurs enfants. L'un des jeunes gens m'a dit « Nous sommes des enfants de la chance. Comme notre vie serait triste et ennuyeuse en France quand on compare. » Il m'a semblé tout à coup qu'on emporte toujours avec soi ce qui vous est le plus précieux, jusque dans des voyages lointains. Et j'ai eu alors très envie de vous retrouver et de mettre fin à cette belle équipée, désormais sans objet. Mais je ne voulais pas quitter Beni Abbès sans me rendre à l'ermitage de Charles de Foucauld avec le père blanc René Bompard, qui a connu le saint homme dans sa jeunesse et revient régulièrement pour veiller sur ce lieu désolé où souffle l'esprit. Cet ermitage n'est pas celui où Charles de Foucauld a été assassiné par des nomades qu'il protégeait, mais il y passait quelques mois chaque année, et dans sa désolation et son austérité, on y sent encore sa présence. Le père Bompard m'a dit « Il y fut heureux, très heureux, inconnu de tous, jouissant de l'obscurité, du silence, de la pauvreté à l'imitation de Jésus. » Un ancien esclave qu'il avait racheté fait office de gardien. En reprenant l'autocar qui allait me ramener vers vous, j'ai compris que je ne vous quitterai plus. Nous nous sommes mariés très vite après le retour de Nicole. Brève permission, voyage de noces à la villa Rivaux. De chers petits, issus de notre amour, ne tardèrent pas à bénir une union encore plus heureuse que je ne l'avais espérée. Khadija prit soin d'eux, et leur âge tendre se déroula au contact de la vie arabe. La cuisine, les saisons et les jeux, les promenades, la langue aussi, qu'ils entendaient fort bien. Nos familles venaient de France pour nous rendre visite. Elles oubliaient dans la chaleur des retrouvailles les nuages noirs qui s'accumulaient sur l'Europe et qui inquiétaient tant Nicole. Elles veillaient pourtant à ne pas laisser paraître l'angoisse des séparations et des arrachements qu'une aggravation de la situation pourrait soudainement entraîner. Et puis il fallait protéger les enfants de toute anxiété. Nicole les élevait avec cette bienveillance attentive
dont elle entourait tous les êtres. Durant la fête annuelle des cerises, nous sortions avec nos amis dans la ville européenne à l'heure de l'anisette et des joyeux défilés qui rassemblaient les familles françaises et indigènes. On parlait beaucoup entre nous de ce pharmacien de Sétif, Ferrat Abbas, qui venait d'écrire « Nous avons écarté une fois pour toutes les chimères pour lier définitivement notre avenir à celui de l'œuvre française. » Ah, si nos autorités pouvaient enfin s'en inspirer. Les dimanches, nous allions tous ensemble à la plage de Beni Saïf, à 1 heure de route de Tlemcen. Falaise ocre, l'îlot de Rajgoun au large pour les nageurs intrépides. Petit restaurant fréquenté par les ingénieurs de la mine de fer toute proche. C'était isolé, sauvage et tranquille, et en dehors de nous, il n'y avait jamais grand monde. L'eau était chaude et d'une propreté merveilleuse. On pouvait aussi en profiter pour aller au calamar avec les pêcheurs arabes. Des gamins en recevaient leur part. Ils nous aidaient à faire remonter les canaux. Nous faisions de longues balades le long de la mer, et même lorsqu'il arrivait que le ciel fût couvert, il fallait prendre garde aux coups de soleil et avoir l'œil sur les enfants à cause des vagues et des courants. La belle Odile s'était aussi mariée avec l'un de mes camarades. Plaisir des yeux, mais rien de plus, disait-il à ceux de ses soupirants qui espéraient encore. Elle en souriait doucement, avec l'abandon des amoureuses. Son mari n'avait pas d'inquiétude à se faire. Je ne pensais qu'à Nicole et à la joie constante de partager sa vie, la lumière qu'elle apportait à notre foyer, notre famille. Oui, nous étions si heureux dans ce pays qui était devenu le nôtre. Et ce n'était pas l'écho assourdi par la mer de certaines nouvelles qui auraient pu me faire douter un seul instant du bonheur de vivre en Algérie qu'elle incarnait pour moi. الورد الفل والياس الدمعة من عيني ما توفاش